Voilà, bonsoir. Donc, nous sommes en direct de nouveau sur Facebook, comme hier. Nous sommes le 20 mai 2024 et dans une vingtaine de jours, peut-être un peu moins, nous serons aux Européennes. Et donc, un des colistiers, c'est Olivier Bauer, qui est là ce soir et qui va nous parler un petit peu de son engagement et de son expérience professionnelle, puisque par son expérience professionnelle, il a écrit un livre qui s'appelle Ni pantin, ni soumis. Alors, je te donne la parole, Olivier, et puis tu nous expliques un petit peu pourquoi tu es avec nous sur la liste et comment t'es venu l'idée d'écrire un livre. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai écrit un livre dans un cheminement naturel. Déjà, je suis papa d'un merveilleux petit garçon de 13 ans aujourd'hui. Et puis donc forcément, les enfants, par définition, sont l'avenir de demain. Donc, qu'ils soient heureux, accompagnés, qu'ils puissent bénéficier d'un équilibre, c'est essentiel. Et puis c'est aussi mon métier puisque je suis psychanalyste. Et j'ai écrit ce livre plus précisément dans une logique qui m'a surpris, c'est-à-dire que il y a 5 ans, j'avais été marqué par l'image de papa sur des grues. J'avais été très impressionné par l'image et je me suis posé des questions. Pourquoi en arriver là que s'était-il passé dans leur vie pour être réduit à un tel sentiment d'impuissance et crier toute leur souffrance. Et du coup, Et oui. tu les as rencontrés? J'en ai eu de plus. Tu as pu leur parler? Oui, bien sûr, et j'en ai de plus en plus depuis 6-7 ans. J'exerce moi depuis 16 ans maintenant, et j'ai été frappé justement par le fait qu'il y avait de plus en plus de papas. J'ai trouvé ça très bien qu'il y ait de plus en plus de papas investis dans la parentalité vis-à-vis de leurs enfants. L'évolution de la société en est plus heureusement avec les papas au travail et les mères au foyer qui s'occupent des enfants. Il y a une plus grande, j'espère, du moins répartition des tâches et la valorisation des deux parents. Et c'est une très bonne chose. Et je me demandais pourquoi il y avait ces parents en si grande souffrance. Et j'ai eu effectivement des témoignages ici au cabinet de papas qui se sentaient, qui n'avaient pas obtenu la garde de leurs enfants, qui parfois carrément étaient privés de leurs enfants, donc ils étaient privés de la garde, parfois injustement. Et je trouvais que ce sujet était assez peu développé. Voilà, il ne s'agit pas du tout de cliver les uns contre les autres. Des mamans formidables, il y en a pléthore et heureusement. Après, en cas de conflit, effectivement, force est de constater que la garde est systématiquement attribuée à la mère et les parents et les papas souvent donc les week-ends. Et je trouve ça dommage à partir du moment où les parents, le papa en l'occurrence, souhaite jouer un rôle dans l'éducation des enfants. S'il ne le veut pas, c'est autre chose. Mais quand lui le vit comme une souffrance et par définition l'enfant privé d'un père, si le père est bienveillant. Ce sont principalement des pères que tu rencontres alors, non, moi depuis 16 ans, j'avais beaucoup plus de femmes à mon cabinet, des femmes parfois qui avaient vécu des histoires terribles que j'ai pu accompagner, notamment dans leur démarche de porter plainte contre des hommes, et ça je l'ai toujours fait. Et c'est vrai qu'il est apparu il y a 6 ans le mouvement MeToo suite à l'affaire Weinstein, et que je trouvais pareil dans un premier temps. Je continue à le penser que c'est une très important la libération de la parole de la femme, et que beaucoup de messages qu'elles nous ont fait passer sur le fait que quand c'est non, c'est non. Beaucoup de paroles utiles. Seulement, j'ai constaté parallèlement beaucoup plus d'hommes à ce moment-là à mon cabinet, notamment des papas qui se disaient victimes parfois d'injustice, d'avoir perdu leurs enfants et que ils étaient en grande souffrance. Et j'ai étonnamment fait un parallèle. Et c'est vrai que je pense que c'est important s'il y a violence, de porter plainte devant le tribunal, mais pas de faire ça sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça n'est pas, le tribunal médiatique est dangereux. Donc, ouais. Tu as pu avoir des témoignages féminins et des témoignages masculins. Et là, quand tu parles de mouvement MeToo, tu dois avoir en quelque sorte une sorte d'opposition du point de vue masculin, du point de vue féminin. Et comment tu gères ça, toi, en voyant tout le monde?
Bah justement, en tâchant avec beaucoup d'importance à mes yeux, de surtout pas être taxé de masculiniste, comme c'est un mot que je découvre et auquel je ne me sens pas, je ne me reconnais pas du tout parce que la cause des femmes m'est précieuse depuis toujours. Je m'estime moi féministe et la cause des Gisèle Halimi, des Elisabeth Badinter me paraissait indispensable et me paraît toujours. Et il y a encore beaucoup d'inégalités vis-à-vis des femmes. Ceci étant, c'est un nouveau pouvoir, ce mouvement MeToo, et il ne faut pas en faire n'importe quoi à ostraciser des hommes sur les réseaux sociaux. Il s'agit de, s'il y a violence, évidemment porter plainte, les accompagner, avoir une justice plus rapide. Mais parfois, effectivement, quelques-unes peuvent se servir de ce mouvement pour pouvoir asseoir un certain pouvoir, revendiquer plus facilement la garde des enfants et plus rapidement. Et dans ces cas-là, évidemment, qui en est le plus grand perdant? C'est l'enfant. C'est l'enfant. À partir du moment où il s'agit, en l'occurrence, de papa investi, bienveillant, c'est terrible Est-ce que ce sont tous ces témoignages à travers ta vie professionnelle qui t'ont conduit à écrire le livre? Oui, c'était la béance qu'il y avait sur ce sujet. Le fait Est-ce que ce sont tous ces témoignages à travers ta vie professionnelle? Oui. En l'occurrence, le livre, j'ai voulu faire pour que justement de ne pas le rendre élitiste. J'ai pas voulu faire un traité psychanalytique. J'en ai fait un roman basé sur l'expérience de nombreux parents et notamment des papas sur le parcours d'un papa qui se bat pour obtenir la garde, en tout cas des droits par rapport à son enfant, et tout le parcours du combattant, de la justice, la lenteur, parfois les injustices, les regards parfois sectaires, et puis les points de rencontre en milieu médiatisé qui sont parfois des machines à broyer. Donc tout ça, ce livre détaille tous ces aspects-là d'une vie, et puis d'en faire un roman, c'était pour personnaliser les personnages, pour qu'on puisse s'identifier plus facilement. Et je suis heureux de voir que les femmes qui lisent le livre s'identifient tout autant et qu'elles ne trouvent pas du tout ni de masculinisme, parce que c'est à l'opposé de ce que je suis. Voilà. Et est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce livre? Est-ce que toi aussi, tu as eu besoin à ton tour d'extérioriser un petit peu tout ce que tu as vécu? Pas vraiment. Enfin, l'écriture, j'écris depuis longtemps, et effectivement, on s'identifie à des personnages. Après, ce qui, moi, m'a frappé, évidemment, je suis homme et je suis papa, et j'ai d'avoir eu affaire à ces papas en souffrance, souvent impuissants, avec cette justice en France assez rétrograde sur le fait de confier systématiquement par principe la garde à la maman, et parfois de dénier les droits des papas, ou leur laisser des week-ends et parfois même pas. Ça, c'est une cause, oui, qui me parle en tant qu'individu déjà, en tant qu'homme, et en tant qu'être humain, et surtout en projetant toute la souffrance que ça induit sur les enfants d'être privés d'un des deux parents. En l'occurrence, là, le papa, mais quand il s'agit de la maman, si elle est injustement aussi privée de son enfant, la souffrance est tout aussi grande, évidemment. Et comment t'es venu ce titre, ni pantin ni soumis? Pourquoi avoir choisi cette expression? Alors à la base, c'est un hommage au mouvement Ni pute ni soumise, qui a été étonnamment, qui était précurseur sur le néo-féminisme, et dont qui a fermé, qui a porte close il y a 3-4 ans, qui se faute de moyens, de locaux, et je trouvais ça étonnant en plein mouvement MeToo qu'un mouvement précurseur comme ça puisse être quasiment mis à la rue et devoir fermer ses portes, et je m'interrogeais sur les raisons profondes, et donc voilà, il s'agissait là en l'occurrence de ne pas être clivant, et de dire qu'il y avait aussi des hommes en souffrance, comme des femmes peuvent l'être, et que la voix des pères, en l'occurrence de ces hommes-là, était assez peu entendue. Il y a 5 ans, on commençait à médiatiser SOS Papa sur les grues, et c'est vrai, encore une fois, que le mouvement est apparu, et moi je trouvais que c'était vraiment utile, et il ne s'agit pas d'opposer, parce que le mouvement MeToo est né, du coup la cause des hommes ou des papas devrait plus être entendue. Enfin,
c'est complémentaire pour moi. L'un n'empêche pas l'autre, voilà. Et du coup, j'avais l'impression, de façon assez évidente, que la médiatisation de ces papas qui commençaient un petit peu à poindre s'est tue terriblement. Et donc, bien sûr qu'il y a des associations, mais je parle au niveau des médias, comme si ça devenait non seulement pas prioritaire, mais honteux de parler de nouveaux pères, de pères investis, de pères qui voulaient jouer tout leur rôle dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est vrai que cette musique-là devenait tout subitement, sinon peu audible, du moins peu souhaitée, d'être entendue et d'être médiatisée. Donc voilà, il y avait une béance, et du coup c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que j'ai affaire effectivement à des papas en grande détresse, avec la lenteur dans les tribunaux des juges, avec des situations d'injustice, une manque de formation des psychologues, des partenaires, de tout le réseau, notamment social. Je trouve qu'il y a des gens très compétents, et il y a des gens qui parfois peuvent asseoir un certain pouvoir pour détruire, alors que là encore, on parle d'enfants, d'intérêt de l'enfant, d'intérêt premier de l'enfant, et je ne suis pas sûr qu'il soit toujours respecté. Je suis en train de lire ta biographie sur le site défendrelesenfants.eu. Donc, tu es en 33e position de la liste. Tu es psychanalyste et tu as 49 ans et tu as un fils de 13 ans. Donc, c'est à 36 ans que tu as eu un enfant. Et par contre, tu milites quand même depuis 30 ans pour Enfance et Partage. Comment ça se fait que tu milites depuis 30 ans pour Enfance et Partage? Parce que la souffrance des enfants m'a toujours parlé. Encore une fois, un enfant en souffrance, c'est plus tard un adulte en souffrance. Et malheureusement, on est dans une chaîne de reproduction. Si la souffrance n'est pas métabolisée, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire exprimée, parfois ils reproduisent des schémas parentaux violents. Donc le but est de faire des êtres, des individus épanouis, et l'enfant, respecter l'enfant, valorisé, deviendra un adulte puis un parent épanouissant à son tour. D'accord, je suis sur le calcul, donc tu as commencé à militer quand tu avais 19 ans. Oui, exactement, pour Enfance et Partage. Et j'ai vu de ouais. Et pourquoi à 19 ans, tu as vécu quelque chose par toi-même qui t'a poussé à militer pour ça? J'ai eu affaire effectivement à des proches qui avaient des histoires, notamment des histoires très douloureuses, des histoires d'inceste, et j'ai très tôt assisté à un procès aussi en assises qui était assez troublant, et je me suis dit que les enfants ne méritaient pas évidemment une telle souffrance, que les chiffres de la maltraitance étaient terribles, et que l'association qui avait pignon sur rue à l'époque était Enfance et Partage. Et ils font pareil, là encore une fois, il y a des individus qui font individuellement des choses magnifiques, et puis il y a des enjeux de pouvoir qui peuvent desservir la cause. Donc le but, c'est certainement pas de valoriser son petit ego, c'est ne pas oublier la cause que l'on défend. Quand on est à Enfance et Partage, on est là pour les enfants, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine. Et c'est une chose qui me tient à cœur aussi. Ça, le fait de pouvoir entendre la souffrance des enfants, quelle que soit leur race, leur origine. Je trouve qu'aujourd'hui, les enfants migrants, on en parle peu. J'habite proche de Paris, je vois des tentes où il y a des enfants, et je suis très heurté en tant qu'être humain par cela, et j'ai l'impression que c'est devient normal, et que ça n'émeut pas tous ces enfants qui, pas que avec leurs parents, qui meurent en Méditerranée. Personne n'en parle. Voilà, la cause des êtres humains en général et des enfants en particulier me touche depuis toujours. Oui, c'est certain. Alors donc tu militais pour Enfance et Partage, tu étais membre de cette association-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être, ce qui s'est passé de ce militantisme? Comme dans la plupart
souvent, les enjeux de pouvoir sont le plus grand ennemi des individus, hein. Hommes comme femmes, ça n'est pas propre à un sexe. Et là, il y avait des enjeux d'ego qui fait que j'ai estimé à un moment donné devoir partir parce que ça me semblait tellement décalé avec la réalité. Encore une fois, ça n'est pas tout le monde, mais il y en a certains qui préfèrent utiliser parfois de nobles causes à des fins personnelles, à des fins de ascension politique ou simplement valoriser son propre ego au détriment des autres. Et je trouve que là encore, ça dessert la cause première qui est celle de l'individu et en l'occurrence des enfants. Voilà. Alors, sans spoiler le livre, tu dis que c'est un roman. Oui. Est-ce que tu peux nous donner envie de le lire? Comment nous dire si ça commence par une rencontre et puis peut-être si justement si ça parle d'enfants à l'intérieur, d'enfants qui souffrent et Oui, peut-être bien sûr, ça parle après. totalement d'enfants. Ça parle en l'occurrence, du combat d'un papa pour pouvoir revendiquer ses droits euh, qui lui sont sinon retirés, du moins vraiment malmenés. Ça parle de la lenteur de la justice. Ça parle aussi des rencontres sur les réseaux sociaux. Je sais que les mœurs sont évoluées. On est, nous, d'une génération, je vais avoir 50 ans, où la sélection ne se faisait pas comme ça, comme un CV où on sélectionne quasiment la couleur des yeux et la couleur de la peau ou la religion. Je trouve que c'est dommage et que la complémentarité, la magie d'une rencontre et de la séduction peut se faire autrement que derrière un écran, en sachant que de plus en plus, parfois, des personnes chattent avec 2, 3, 4 personnes en même temps et ça favorise pas la rencontre, l'individualisation et la projection de la confiance en l'autre. Donc oui, ça naissait d'une rencontre sur le roman sur les réseaux sociaux et une mauvaise rencontre en l'occurrence, puis Donc un mal de société actuelle, quoi. absolument, absolument, mais il en est, en est né le plus merveilleux des, voilà, des combats, à savoir un enfant. Et donc, partant de là, c'est tout le parcours de ce papa pour accompagner, pour valoriser son fils et, euh, qui a affaire à différentes structures judiciaires, sociales. Et je pense que c'est assez exhaustif du parcours des papas que je peux avoir en cabinet depuis une dizaine d'années. Ouais. Et donc en psychanalyse, comment dire, est-ce que tu saurais donner des conseils avant que justement que les problèmes s'enchaînent à des Ouais. parents, à des enfants, ou Ouais. peut-être une fois que le mal est fait, des méthodes de résilience ou Ouais. je ne sais Bah pas, est-ce que déjà, tu peux nous dévoiler quelques ouais. petites astuces? Ouais, bah des astuces, je ne sais pas si c'est des astuces, mais déjà avant que le mal soit fait, déjà c'est pouvoir considérer l'enfant comme un individu et pas comme un prolongement de soi-même, en transférant ses propres souffrances ou ses propres fantasmes, à savoir parfois ça peut être simplement une passion non assouvie qu'on veut absolument imposer à l'enfant et l'enfant n'existe pas en tant qu'individu dans cette logique-là et va être écrasé par le fait de vouloir absolument faire plaisir à l'un ou l'autre parent et ça fait des enfants en souffrance. Euh, donc oui, c'est valoriser l'enfant, montrer toute la fierté, le considérer comme un individu à part entière, vouloir qu'il nous dépasse. Je pense que tout parent, vouloir que son enfant nous dépasse en tout, c'est une bonne base pour en faire des enfants épanouis. Non pas en faire des enfants rois, hein, être cadrant, mais en tout cas montrer toute la fierté qu'on peut avoir, le fait qu'il ait absolument sa place, qu'il soit pas considéré comme un bagage. Parfois, quand il est amené lors de parents divorcés à devoir s'adapter systématiquement au rythme de l'autre et sans tenir compte parfois de la singularité de l'enfant. Donc oui, il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire en l'occurrence. Et ça, c'est en prévention.
Mais après, en réparation, Après, comment c'est faire? l'accompagnement. En cas de là, alors, si on est dans un divorce ou une séparation conflictuelle, si les parents n'ont pas la maturité, l'intelligence de ne pas instrumentaliser l'enfant contre l'autre parent, si on en est dans cette immaturité-là, alors ils doivent être accompagnés par des structures professionnelles, par des gens compétents, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, il y a des éducateurs, des psychologues qui sont partiaux. Et le but étant, encore une fois, l'intérêt premier de l'enfant, son devenir, son équilibre, le fait qu'il puisse trouver son identité et pas devoir faire plaisir à l'autre ou l'autre parent ou suivre les ordres de l'un ou l'autre parent contre l'autre. Voilà, il s'agit de ne pas instrumentaliser l'enfant, jamais, 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 et savoir qu'on fait un enfant pas pour soi, mais pour qu'il puisse s'épanouir. Voilà. Je ne sais pas si c'est des recettes, mais en tout cas, c'est des bases déjà importantes. Hein. Montrer toute la fierté qu'on a et quand un enfant le ressent, le fait que d'être valorisant, c'est déjà un bon gage d'équilibre, vraiment. Je vais lire, je suis allé sur ton site, je suis en train d'essayer de savoir plus de choses sur toi. Oui. Et donc, ça doit être le 4e de couverture que j'ai devant moi. Alors, je Oui. vais le lire. À l'heure où les rencontres se font autant dans le réel que dans le virtuel, ça tu viens de le dire, que sont devenus les codes de séduction, la confiance, l'engagement? Peut-on dire que les sites de rencontres ont dénaturé les relations amoureuses ou celles-ci ont-elles suivi l'évolution naturelle liée à notre mode de vie ultra connecté? Va-t-on plus ou trop vite? S'il existe bien sûr de nombreux exemples de relations sincères nées d'une rencontre sur le web, d'autres, comme celui de Gérald, donc c'est le héros, incitent à la méfiance et à la désillusion. Après, on parle de toi. L'auteur, psychanalyste, s'est inspiré d'hommes reçus dans son cabinet, poussés à la dépression à cause d'une histoire qui les a impactés non seulement financièrement, mais surtout psychologiquement, remettant en question leur confiance en eux, leur conception de l'amour et leur identité de père, trop souvent dépossédés de leurs droits. Un roman qui entreprend de décrire précisément les croyances théoriques qui cimentent le MeToo, désormais sacré, et illustre combien les conséquences en sont en réalité funestes pour les femmes et pour tous. Alors ça a eu sujet à débat, justement, cette dernière phrase, et peut-être aujourd'hui l'aurais-je rédigé différemment. Il s'agit certainement pas là, en l'occurrence, la dernière phrase hein, sur MeToo. Moi, encore une fois, le mouvement MeToo me paraît indispensable et salutaire. Attention de ne pas en faire une arme contre l'homme. Voilà, c'est la seule chose. Et quand il y a des violences, il s'agit de les accompagner, que les policiers soient mieux formés, les psychologues soient mieux formés, et de porter plainte, et que ces plaintes soient instruites rapidement, peut-être dans des une judiciarisation spécifique justement pour aller plus vite et pour prendre en compte la souffrance de ces femmes. Il y a pléthore de femmes maltraitées, mais attention qu'une minorité ne veuille pas être dans Ne une pas aller logique dans les extrêmes radicalisés, quoi, en fin de compte. exactement, exactement, et surtout sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça n'a pas sa place. On peut pas ostraciser un individu comme ça. Chacun son travail et la parole, c'est très à la mode de délivrer sa haine sur les réseaux sociaux. L'effet warolien, hein, le quart d'heure de célébrité, mais parfois c'est au détriment d'individus qui sont innocents ou qui ne supportent pas des vagues de comme ça comment on dit aujourd'hui, les jeunes disent bashing, je crois, c'est un mot anglais. Voilà. Donc oui, il y a du travail et voilà, ça parle de tous ces thèmes très actuels et ça essaye de trouver quelques solutions dans le mieux vivre ensemble et ça passe par des enfants équilibrés seront des individus de demain épanouis et non clivés les uns contre les autres parce que je pense qu'on est complémentaires, on doit tous s'apporter quel que soit notre sexe, notre race, voilà, notre religion. Je pense qu'on peut s'apporter tous et découvrir de l'autre. L'altérité, c'est toujours une richesse. Voilà, ma conviction profonde. Alors, dans ton livre, on parle surtout des pères de famille.
si j'ai bien Mhm. compris. Mais tu Pas reçois tellement. des Oui, adolescents et des enfants, tu fais des thérapies de couple, des thérapies individuelles et des thérapies familiales. absolument. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai les enfants, des adolescents, des adultes, des thérapies de couple. Oui, oui, j'ai un panel assez large de la société, de la souffrance que les individus auxquels Mais ils doivent faire face. Ouais. Mhm. j'ai une question qui pique un peu, alors peut-être. Vas-y. Parce que là, si j'ai bien tout suivi, toi-même, tu as connu un problème de couple. Euh, oui, mais qui n'était pas. Oui, oui, j'ai connu un problème de couple, mais c'est pas ce qui a déterminé. Enfin, j'espère en tant que professionnel d'avoir le recul suffisant, sinon j'aurais pas fait ce livre pour pouvoir essayer, hein, en toute modestie, de toucher à un certain recul, à l'universel et pouvoir ne pas projeter ma petite histoire individuelle qui finalement qui n'intéresserait personne. Donc là, ça n'est pas du tout mon histoire en l'occurrence. J'ai essayé de faire un panel représentatif de beaucoup de situations auxquelles j'ai pu faire face chez mes patients au cabinet et d'en faire un panel autant que possible exhaustif de la société qu'on vit et des difficultés que la société traverse en ce moment. On est quand même assez axé sur les séparations et tu fais des thérapies familiales. Alors, Oui, je vois pas du tout trop comment ça se passait. C'est-à-dire que tu vas recevoir les deux parents et les enfants. oui, enfin, je fais une thérapie de couple et thérapie familiale, et c'est deux choses différentes. Oui, oui, Ouais, quand c'est une thérapie familiale, non, des fois, ce n'est pas que des séparations. Hein. Parfois, des couples qui vivent avec des enfants sous le même toit et qui veulent faire d'accord. évoluer la famille. Hein. Non, non, c'est pour tout te dire plus rare, effectivement, d'avoir affaire une fois qu'il y a séparation. Malheureusement, il y a trop souvent conflit et l'un ou l'autre peuvent prendre un psy, mais souvent ils ont du mal à vouloir voir le psy de l'autre. Donc non, non, c'est pas le cas. Mais j'ai autant de femmes que d'hommes en l'occurrence dans des thérapies familiales, mais effectivement bien plus souvent je vois l'enfant, le papa ou la maman, et parfois il y a réticence à avoir un psy choisi par l'un des deux parents, et c'est dommage parce qu'à la base moi je suis pas clivant et le but encore une fois c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que surtout l'enfant ne soit pas sacrifié à l'autel de la vengeance de l'un ou l'autre parent par rapport à une séparation subie. Voilà. On va revenir un petit peu sur le sujet des européennes. Alors, je vous rappelle un Mhm. petit peu l'actualité de la liste. Ça Ouais, y est, on a été validé jeudi de la semaine dernière, en fait, grand par le moment. ministère de l'Intérieur. Mhm. Donc, il y a 37 listes en course. Nous sommes la 34e, c'est notre classement sur les tableaux d'affichage. Et d'ici 2-3 jours, il y aura les bulletins de vote qui seront disponibles sur le site défendrelesenfants.eu, EU comme Europe. Et donc, il faudra que chacun fasse un geste, de télécharger le bulletin, de les distribuer autour de soi, de les imprimer pour le 9 juin, le mettre dans l'urne. Et par rapport à ça, Oui. il faut aussi qu'on parle un petit peu du programme. Donc, je pense que si, par rapport à ton engagement, c'est plus pour défendre, par exemple, la garde alternée. Est-ce que tu as une opinion, des idées, si tu vas rencontrer les personnes autour de toi, si tu vas sur le terrain, comment est-ce que tu vas défendre la liste? Oui, je vais défendre la liste déjà sur le fait que par définition, l'enfant est l'avenir de demain. Donc, encore une fois, un enfant épanoui et qui n'est pas en souffrance va faire un monde meilleur. Et je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de travail. Sur la garde alternée, oui, je trouve que c'est sur le principe une évolution qui serait très intéressante. De la systématiser, pourquoi pas. Attention simplement qu'elle soit accompagnée en cas de séparation conflictuelle. Et que surtout l'enfant ne se sente pas, encore une fois, comme un bagage à devoir s'adapter au rythme de l'un et de l'autre. Mais à partir du moment où c'est des parents intelligents, la question ne se pose pas et ça se fait naturellement. Et là, c'est au niveau des juges
la mentalité des juges de faire évoluer les choses, et donc de la loi. Si les juges n'évoluent pas, il faut le faire par la loi, à savoir effectivement de s'adapter à l'évolution de la société, que des papas sont de plus en plus investis, et s'il y a séparation, il est injuste que eux se retrouvent avec un week-end sur deux. Donc, bien sûr, faire évoluer la loi, et donc en cas de conflit, si vraiment les parents manquent peut-être de recul, de maturité, ou sont trop à vif sur la rancœur qu'il a vis-à-vis de l'autre parent, faire attention de ne pas instrumentaliser l'enfant, et donc là, qu'il y ait un accompagnement effectivement psy avec des gens compétents pour pouvoir faire en sorte de respecter l'individualité et l'identité de l'enfant, bien sûr. Alors, tu parles d'instrumentaliser l'enfant. Et en tant que psychanalyste, est-ce que tu pourrais émettre un avis sur un thème qui est cher à notre tête de liste, Gaël Cosmenier, l'aliénation parentale? Oui, mais elle n'est pas propre à un sexe, en l'occurrence. Effectivement, le risque vis-à-vis d'un parent, j'ai envie de dire, immature, lorsque l'un ou l'autre est quitté, c'est de pouvoir se venger à travers l'enfant, c'est-à-dire lui retirer soit la garde ou soit dire du mal de l'autre parent par principe, et l'enfant en souffre. L'enfant doit se forger son propre parcours, éviter d'égratigner gratuitement l'autre parent. Si le parent se comporte mal avec l'enfant, l'enfant le subit déjà suffisamment pour que l'autre parent l'écrase en plus. Voilà. Donc oui, ça demande encore une fois le respect des uns et des autres, le respect d'un parent vis-à-vis de l'autre, même s'il y a eu séparation, même s'il y a eu souffrance, et même si l'un ou l'autre, si l'un s'est fait quitter par l'autre. Encore une fois, ils ont l'être le plus merveilleux au monde, un enfant, et ça oblige encore une fois à faire en sorte qu'ils ne subissent pas les griefs, les disputes, les guerres que peuvent imposer les adultes et les parents. Voilà. Et comment on se préserve de ces situations qui doivent être très anxiogènes pour les enfants, pour le parent qui subit l'aliénation parentale, en fait? Toi, en tant que psychanalyste, je pense que tu dois recevoir des personnes qui ont vraiment envie de parler et de faire sortir ce qu'ils ont dans le ventre pour se soulager. Oui. Mais après, quand on est seul, justement, on ne voit plus ses enfants, on a un vide autour de soi. Quel conseil tu peux donner? Mais déjà, je trouve qu'il y a pléthore d'associations. Peut-être essayer de davantage se synchroniser, avoir des réseaux, des adresses. Si c'est pendant le divorce, un bon avocat, un bon psychologue, une assistante sociale compétente qui pourra accompagner en cas de difficulté, parce que j'en parle dans le livre. Souvent, un divorce entraîne des difficultés financières importantes, le surendettement, et c'est des réactions en chaîne qui rajoutent. Donc oui, créer un réseau, que certaines associations ne soient pas antinomiques les unes aux autres, et qu'on travaille de façon synchronisée, là encore dans l'intérêt de l'enfant en l'occurrence, parce que c'est le thème qui nous Donc importe. il faut parler, ne pas rester seul, et puis essayer d'avoir un réseau autour de soi, quoi. C'est la base. Moi, comme tu disais, les patients que j'ai sont déjà dans une démarche de vouloir parler, donc ça me facilite beaucoup le travail. Mais la parole est salvatrice. Sans la parole, on s'enferme et on a des idées noires de suicide, etc. La parole est libératrice. Encore faut-il qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit rationalisée, qu'on puisse prendre du recul sur la souffrance, qu'on puisse trouver des solutions, parce que la psychanalyse, c'est que des passages à l'acte, c'est pour poser des actes concrets. Voilà. Tu voulais que je rajoute quelque chose? Ouais, alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le live d'hier avec Rodolphe Marilly. Et lui, tu l'as vu? À 13h, c'est ça? À 13h, oui, c'est celui-là? C'est bien si tu l'as vu, parce que sinon je t'aurais expliqué un petit peu la situation. Ah non, merci d'avoir regardé. Ouais. En fait, lui, je me souviens maintenant, il m'a dit, il avait été voir, je crois que c'était un psychologue, et donc il a parlé, et le psychologue a tout répété à ses parents. Et donc le psychologue n'a pas respecté la confidentialité de son métier.
bien sûr. Et maintenant, il se retrouve, mais il a continué, il a envie de parler quand même, et il s'exprime par la poésie, et maintenant par le slam. J'ai suivi, oui, par le slam en l'occurrence, oui. Ouais. Oui, oui. Mais ça peut être une technique que tu peux essayer d'encourager à avoir à d'autres personnes, quoi. Pourquoi pas? De toute façon, encore une fois, l'expression de sa souffrance est toujours positive. Ne pas l'exprimer, la garder en soi, c'est comme une bombe à retardement. Il y a un phénomène de refoulement. La souffrance étant tellement insupportable sur le moment, on la refoule, et quand elle nous rattrape, à ce moment-là, il est jamais trop tard. Mais elle est puissance 1000, et si on n'exprime pas cette souffrance, on la reproduit malheureusement, et ça est de génération en génération ensuite. Donc la parole, à partir du moment où elle est accompagnée effectivement par des gens bienveillants et compétents, en l'occurrence, tu parlais de ce ou cette psychologue qui avait trahi le contrat de confiance avec l'enfant. Bien sûr que c'est moi souvent la limite que j'ai quand j'ai affaire à des enfants. C'est très difficile, je trouve, parce que parfois il est plus facile à certains adultes de dire que le problématique c'est l'enfant. Et bien souvent, la problématique vient à la base du parent qui transmet ou des peurs, ou des craintes, ou on disait tout à l'heure, imposer des passions qu'il n'avait plus assouvir. Enfin, en tout cas, ne pas respecter l'identité propre de l'enfant, ça fait des enfants en souffrance. Et c'est bien, il pousse la porte d'un psychologue. Seulement quand les parents, on émet quelques critiques, en tout cas quelques possibilités d'évolution, parfois ils préfèrent dire non, c'est l'enfant qui va mal. Mais si l'enfant va mal, il y a des raisons. Et ça n'est pas uniquement toujours l'entité familiale, ça peut être extérieur, ça peut être le milieu scolaire, ça peut être, mais c'est très souvent dans une écrasante majorité le milieu familial dont il est question. Et donc ces parents, certains ne supportant pas effectivement de pouvoir se remettre en cause, cessent la séance. Et pour moi, c'est extrêmement douloureux parce que je suis dans un contrat de confiance avec l'enfant ou l'adolescent. Et si le parent décide d'arrêter les séances, mon rôle s'arrête là. Donc oui, c'est difficile et c'est très frustrant. Mais heureusement, toutes ne le font pas. Certains ont l'intelligence de pouvoir se remettre en cause dans l'intérêt de leur enfant, justement. Alors, je ne vois pas trop de commentaires aujourd'hui. J'ai pas trop de questions maintenant. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as peut-être une idée auquel j'aurais pas pensé, un mot de la fin. Vas-y, t'as carte libre, je dirais. Oui, je pense qu'on a fait un panel assez large, de faire évoluer les consciences, de ne pas s'opposer les uns aux autres, comprendre à quel point un enfant, les traumatismes de l'enfance se répercutent à l'âge adulte et après se reproduisent de génération en génération. Donc, surtout respecter l'enfant, son individualité, voilà, respecter l'enfant comme un individu, vouloir qu'il se développe, vouloir même, je vous dis, qu'il nous dépasse. Je pense que c'est une bonne base. Un bon parent, pour moi, c'est vouloir que son enfant nous dépasse. Et il y a parfois des papas qui supportent pas que l'enfant puisse dans tel ou tel domaine être meilleur, mais au contraire, on peut apprendre aussi de son enfant et vouloir qu'il nous dépasse me paraît être un bon gage d'équilibre pour plus tard pour l'enfant dans la valorisation de son identité et de son individu. Voilà. Donc, j'ai agité le public. Samuel est là ce soir et nous pose une question. Quelle est la différence entre l'aliénation parentale et l'emprise? Oui. Malheureusement, j'ai envie de dire, le phénomène d'enfermement est le même. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, on veut instrumentaliser, si on parle des enfants en l'occurrence, pour des enjeux de pouvoir ou des enjeux de vengeance, l'enfant pour son intérêt propre, c'est-à-dire soit pour se venger de l'autre parent, soit pour avoir plus facilement la garde parce qu'on estime qu'on est un meilleur parent que l'autre. Quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre, ça n'est pas tenir compte de l'intérêt premier de l'enfance.
à partir du moment où l'enfant n'est pas en danger avec l'un ou l'autre parent, dans ces cas-là, il faut que ce soit accompagné, etc. Donc c'est avoir le recul de ne pas vouloir asseoir son pouvoir sur un enfant. Et quoi de plus facile, malheureusement, parce que jusqu'à l'adolescence, les parents sont Dieu pour l'enfant. Heureusement, à l'adolescence, il a besoin d'autres référents et de pouvoir diversifier commencer à s'individualiser dans ses choix. Et c'est là où le rôle du parent est essentiel, c'est de ne pas lui dire non, non, tu n'as pas le droit de penser différemment que moi. Il a tout à fait le droit et non seulement il en a le droit, mais un bon parent le favorise. Voilà. Une question de Dina Dina. Comment pouvez-vous avoir du recul sur la vraie situation familiale? Déjà, écouter l'enfant. La souffrance dont il peut le faire état, s'il est en demande de l'autre parent et que l'un des deux parents empêche qu'il ne le voie, entendre un parent qui peut parler avec recul sur sa propre souffrance à lui ou à elle d'avoir été quitté, sans pour autant oublier que l'autre parent reste aussi père ou mère et qu'il ne doit pas être gratuitement sali aux yeux de l'enfant. L'enfant se fera une opinion par lui-même si le parent, l'un ou l'autre parent est défaillant, mais voilà. Alors, donc, je sais pas, je comprends notre question, mais je me demande si... Ouais. Oui. Je me demande si elle ne suggère pas une situation violente intrafamiliale. Et donc il y aurait peut-être des personnes qui confier des situations qui sont quand même, disons, traumatisantes. Et comment, en tant que professionnel, ne pas réagir trop vite à tout ce qui peut être dévoilé par une personne au sein d'une famille et garder sa distance pour pouvoir justement rester neutre. Neutre, non. À partir du moment où un enfant exprime une souffrance, un enfant qui exprime et ça arrive malheureusement bien trop souvent, être maltraité, il s'agit d'écouter sa souffrance, de voir si c'est des mots d'enfant ou si des mots appris par cœur venant du père ou venant de la mère. Et donc faire en sorte de ne pas se laisser instrumentaliser, mais c'est notre métier d'avoir le recul et l'expérience pour essayer de. Et donc si c'est un enfant en danger, là évidemment il s'agit de faire intervenir la police si c'est nécessaire, de porter plainte. Là, parfois ça s'avère nécessaire, mais le but étant de protéger l'enfant et avant tout. J'ai envie de donner mon point de vue par rapport à la question que posait Samuel tout à l'heure. Ouais. Il demandait la différence entre l'aliénation parentale et l'emprise. Alors, mon point de vue, je ne sais pas si tu vas me dire si je dis une bêtise, mais là, on parle pas d'amour. Quand trop aimant, par définition, on n'aime jamais trop. Si c'est un parent, si tu entends trop aimant par écrasant, oui, là c'est défaillant. Encore une fois, un enfant n'est pas le prolongement de soi. On veut qu'il développe sa propre identité. Et sa propre identité, même si ça ne nous plaît pas, je ne sais pas, un enfant qui serait différent de tel qu'on s'était imaginé, eh bien, il ne faut pas le retenir en disant non, tu n'as pas le droit d'être comme ci ou comme ça. Si c'est ça être trop aimant, non, c'est pas être trop aimant. Là, c'est pour moi être déjà dans la maltraitance psychologique, de ne pas vouloir accompagner l'enfant dans ses choix propres. Et donc la question qui suit, donc vous êtes prêt à faire un signalement sur la famille en cas d'interprétation négative de votre part? Absolument. Si un enfant est en danger et un enfant en souffrance, ça se voit. Un enfant qui exprime, il y a des mots d'enfant, enfin en l'occurrence, je ne sais pas, on parle de quoi, de viol, je ne sais pas quoi. C'est une dame qui pose cette question? C'est une dame qui pose cette question, ouais. Évidemment, je connais un petit peu son histoire personnelle. Ouais. Si on parle oui. Alors moi, je ne dévoilerai pas. C'est à elle de le faire si elle a envie.
Ouais, alors bien sûr que si l'enfant, ben, clairement, si l'enfant est abusé, là on parle, je sais pas, d'abus sexuel par l'un ou l'autre parent et que l'enfant l'exprime, bien sûr que mon devoir, c'est pas seulement en tant que psy, mais en tant que citoyen, c'est de faire en sorte qu'il sorte de là et qu'il soit protégé, évidemment, évidemment, et de le signaler. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette plainte? Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle est le délai d'instruction? Il y a beaucoup à faire. Après, il y a beaucoup à faire dans l'accompagnement de cette plainte. Il faut que la plainte soit instruite rapidement, que l'enfant soit protégé. Mais là, on parle dans un cas avéré de maltraitance physique ou sexuelle. Alors là, j'ai une question que je trouve assez pertinente. Faut-il s'imposer à l'enfant quand celui-ci est aliéné et refuse de vous voir? Oui, c'est une question. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Un enfant aliéné se rebellera tôt ou tard. Donc, le but c'est pas d'attendre évidemment. Hein. Tout dépend de la situation. Si c'est, je pense malheureusement à Gaël, je crois pas trahir de secret. Si l'autre parent est parti à l'étranger, le lien forcément se distend et plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, un parent écrasant va faire un enfant et un adulte malheureux, et donc tôt ou tard, il se rebellera. Il se rebellera contre qui? Mais contre la personne qui n'a pas vu ou la personne qui l'a trop étouffé? Contre la personne qui l'a trop étouffé, parce que la personne qui l'a trop étouffé l'empêche d'exister pour ce qu'il est ou ce qu'elle est individuellement. Après, il y a des cas où il y a simplement une reproduction. C'est-à-dire que la souffrance est tellement insupportable d'être victime, ils deviennent bourreaux, c'est-à-dire malheureusement, ça s'appelle la reproduction. La souffrance est tellement insupportable, ils reproduisent le même schéma et du coup, ils n'ont plus cette souffrance de victime et ils deviennent bourreaux. C'est un schéma justement terrible et c'est pour ça que la parole est indispensable de briser cette chaîne et c'est là où mon rôle et mon travail intervient. Donc tu recrées les liens qui sont cassés, quoi, en fait. Bien sûr, c'est encore une fois, quand un parent est écrasant, tôt ou tard, l'enfant, l'adolescent ne peut pas exister pour ce qu'il est par lui-même. Et donc, à l'âge adulte, il voudra quitter le nid familial, il sera curieux de connaître et d'avoir la propre version de l'autre parent, empêché d'avoir pu s'exprimer, et les liens se renoueront. Mais là, le but, c'est de ne pas arriver si tardivement, c'est de pouvoir le favoriser, mais tout dépend des situations. Si on est de parents qui sont partis à l'étranger, forcément, ça complique. Mais c'est pour ça que les lois sont importantes. Il faut faire évoluer les lois où les deux parents doivent avoir des droits pour l'enfant, encore une fois, dans l'intérêt premier de l'enfant. Mais là encore, ça nécessite un accompagnement pour pas que l'un ou l'autre parent puisse asseoir un pouvoir malsain, tout simplement. Alors, la suite avec Dina, qu'est-ce qu'un danger pour un enfant autiste que l'on envoie en consultation chez vous? Là, c'est complexe parce que l'autisme, c'est vraiment, ça demande des structures. Moi, tout dépend. Il y a des degrés différents d'autisme. Un enfant autiste doit être accompagné dans une structure. Malheureusement, en France, là aussi, on a du retard. En Belgique, ils sont plus avancés. Et là, il s'agit d'être, là encore, bienveillant, de pouvoir faire un accompagnement le plus individualisé possible, de ne pas faire comme une recette sur tel enfant égale tel enfant, donc on le met ensemble. Non, chaque enfant a son identité propre, sa singularité, et il s'agit de la valoriser, et plutôt que d'en faire de le voir, de le pointer du doigt comme étant handicapé. Donc oui, la valorisation, c'est vraiment la clé. Je n'ai pas forcément toutes les connaissances, mais je me demande, est-ce qu'un enfant autiste n'aime pas mieux avec ses parents qu'en étant placé? Tout dépend de la bienveillance des parents. Là encore, il ne s'agit pas de les placer, hein, il s'agit qu'ils soient accompagnés dans des structures cadrantes ou comme une école en fait. L'enfant, un enfant monotype à la journée est à l'école. Là, il serait dans une école spécialisée. Mais encore une fois, tout dépend le degré d'autisme. Il y a des autismes légers, il y a des autismes très profonds où un enfant
peut ne pas supporter, jette tout ce qu'il a devant lui. Donc, tout dépend du degré, encore une fois, de pathologie, malheureusement. Mais là encore, un enfant autiste a bien des trésors à nous faire découvrir et certainement pas le considérer comme un handicapé. Il le ressent quand on l'ostracise ou quand on le pointe du doigt ou quand on se moque de lui. Voilà. Alors, tout à l'heure, on n'avait pas de questions, mais là, maintenant, j'en ai plein. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout répondre. Je vais les prendre à suivre comme elles arrivent. Hein. Alors, quelle attitude doivent adopter les tiers, écoles, éducateurs, quand ils sont témoins d'une aliénation? Mais c'est pour ça qu'il faut faire avancer la loi, déjà sur cette question, qu'elle soit reconnue par la loi et que des gens compétents, formés, puissent prendre en charge, faire une enquête pour savoir si il s'agit bien d'aliénation, savoir le degré de souffrance de l'enfant, la mise en danger de l'enfant. Enfin, voilà, ça nécessite d'être pris en charge par des professionnels compétents et certainement pas des professionnels qui parfois, pour des raisons oui, de pouvoir propre. Moi, je parlais tout à l'heure, peut-être on n'en a pas assez parlé, mais dans le livre, je parlais de points de rencontre en milieu bétail. J'ai été frappé comme certains parfois peuvent. Il y a des parents qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur qu'on leur déjà ils ont des droits, ils sont fragilisés parce qu'ils ont des droits à minima. Et ils ne parlent pas par peur de perdre encore plus de droits. Donc, ça doit être encadré. Là encore, pour le coup, j'ai des papas et je les ai incités à saisir la défenseur des droits de l'enfant pour faire une enquête. En l'occurrence, c'était l'enquête, c'est la direction de prévention de la protection de l'enfance. Et là encore, il y a des structures dirigées par des individus très compétents et il y a des structures dirigées par des individus qui sont dans des enjeux de pouvoir, dans des enjeux et là qui ne servent pas l'intérêt ni de la famille ni de l'enfant et forcément ça dysfonctionne. Mais là c'est au regard malheureusement de l'individu qui dirige ce genre de structure et de la politique qui met en place. Donc alerter, évidemment, alerter quand ça dysfonctionne, il faut alerter pour pouvoir s'unir. L'union fait la force. Le silence est le pire parce que sinon on laisse ad vitam aeternam des familles broyées, brisées. Donc oui, parler quoi qu'il en soit. Oser parler et s'unir. Oui. Une question au psychanalyste. Avez-vous été confronté à une situation d'emprise d'enfant? D'emprise de? J'ai pas entendu la fin. D'enfant. Oui, bien sûr. En tant que psychanalyste, avez-vous été confronté à une situation d'emprise d'enfant? Oui, je crois qu'on en a parlé. Bien sûr que c'est arrivé, et ça arrive très souvent. Je disais, ce qui est délicat dans ma profession, en l'occurrence, c'est que à partir du moment où un parent décide de ne plus emmener l'enfant et du coup, je ne vois plus l'enfant. Mais évidemment, très souvent, trop souvent, il y a des enfants qui sont sous emprise, bien sûr. Alors, alors on a été interrompu parce que justement, je prends les questions à suivre et je disais tout à l'heure que ton métier, c'était un petit peu de recréer des liens qui ont été cassés après, par exemple, une situation d'emprise et d'aliénation parentale. On parle un petit peu de la situation de Gaël, donc qui a sa fille qui est en Pologne. Et Dina réagit en disant « Mais est-ce qu'on peut recréer le lien de l'enfant violé qui va devoir recréer des liens avec le père abuseur et la mère protectrice qui écarte de l'enfant en danger ». En fin de compte, si tu as suivi un petit peu les questions de Dina, elle est dans le rôle de la mère protectrice. Et puis, il y a le père abuseur. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment son histoire personnelle, mais on ne peut pas peut-être appliquer tout le temps la recréation des liens si l'enfant est en danger. Au contraire, parfois. Ah non, mais la psychanalyse, c'est l'épanouissement de l'individu. Donc, parfois, au contraire, se séparer d'un parent ou d'une personne toxique fait partie, au contraire, du mieux-être et de l'équilibre retrouvé. Donc, non, ça n'est pas imposer systématiquement des liens de sang si
si un parent, en l'occurrence, ou un proche est maltraitant psychiquement, il s'agit de s'en désaliéner. Il ne s'agit pas de continuer à se laisser abuser, que ce soit physiquement ou psychiquement. Surtout pas, surtout pas. La psychanalyse, c'est que des passages à l'acte de toute façon. Comprendre les choses pour pouvoir après agir. Donc parfois, c'est de se rapprocher. Effectivement, ça peut être d'un parent qui a injustement été mis au banc. Là, pourquoi pas, mais c'est à cet enfant devenu adulte peut-être ou adolescent de pouvoir individualiser sa relation et voir si ce parent était réellement défaillant ou maltraitant. Mais quand on parle réellement d'abus sexuels ou de coups, évidemment, avant tout, c'est de protéger la victime et donc de ne pas le laisser se perpétrer. Il ne s'agit pas le soir qu'il retourne dans la chambre à se faire ou casser la gueule ou violer. Enfin, ça paraît évidemment, surtout pas. Et donc, accessoirement, traiter le parent qui inflige des violences à son enfant. Mais le traiter, c'est avant tout protéger l'enfant que ça ne se reproduise dans l'instant ou le soir même. En premier lieu, protéger l'enfant. Puis après, effectivement, voir les raisons de cette maltraitance, la condamner parce que c'est puni par la loi, déjà. Ça fait partie aussi d'un travail d'avancer sur soi que de voir les limites et de ne pas facilement reproduire des situations sur un enfant par définition fragile. En tout cas, plus facilement en faire des victimes trop faciles. Donc évidemment non. Mais là, on parle en l'occurrence de parents maltraitants. Heureusement, il n'y a pas que des parents maltraitants. Heureusement. Connais-tu le protocole NICHD? NICHD, non. Je crois que c'est une méthode pour prendre en compte la parole de l'enfant qui vient du Québec, du Canada, il y a peut-être un moment de l'Amérique. Alors, si on parle de la même, si on parle là encore, on parle d'enfants victimes d'inceste, c'est ça, il faut que ce soit clair, je ne sais pas de quoi on parle. Pour la détection des violences, apparemment, c'est Samuel qui en parle. Là. Alors, j'ai besoin de révision parce que je ne connais pas tout par cœur, mais il me semble avoir vu ça quelque part dans le programme. Si on parle d'enfants, victimes en l'occurrence de violences, pourquoi pas d'inceste, que ce soit des violences sexuelles ou des violences des enfants qui sont battus, oui, c'est recueillir la parole de l'enfant et ne pas multiplier cette parole aux différents acteurs, c'est-à-dire qu'elle soit filmée, mais ça fait déjà 20 ans, l'hôpital de Bordeaux a été précurseur par le docteur Aiguive, et c'est insuffisamment respecté justement. C'est-à-dire que la première parole d'un enfant maltraité, ça doit être filmé et ça évite le traumatisme de le répéter, qu'ils doivent à chaque fois répéter cela et avec parfois des professionnels qui n'en sont pas et qui n'ont pas de recul sur la crédibilité de cette parole. Un enfant qui parle est un enfant en souffrance et qu'il faut aider et des professionnels peuvent très facilement voir si un enfant, des mots d'enfant ne s'inventent pas. Si c'est des mots d'adultes, ça se voit très vite si c'est un discours appris par cœur parce que l'un des parents le lui a fait apprendre. Donc c'est pour ça que, mais là encore, ça demande un accompagnement par des professionnels et il en manque cruellement. Alors donc je détaille le protocole NICHD, excusez mon anglais parce qu'il est affreux, National Institute of Child Health and Human Development. Donc c'est l'Institut national de la santé de l'enfant et du développement humain qui a été développé par Michael Lamb et ses collègues en 1996 et 2008 pour traduire les recommandations de la recherche en des étapes opérationnelles pour interviewer les enfants âgés entre 4 ans et 12 ans victimes d'agressions sexuelles. Ce qu'on disait, que ce soit filmé. Oui, que ce soit filmé. Encore une fois, c'est très très important parce que après, selon le professionnel qui reçoit cette parole-là, elle peut être mal retranscrite, elle peut être dénaturée, et puis c'est surtout éviter le fait d'avoir à répéter encore et encore et encore son histoire pour devoir prouver que ce qu'on dit est vrai. Et ça, c'est extrêmement traumatisant. Donc c'est vraiment filmer la première parole de l'enfant
victime et après le protéger. Alors, j'ai la question suivante de Dina, mais peut-être qu'on n'aura pas forcément la réponse. On n'est pas obligé de tout savoir, mais bon, on essaye toujours. Pourquoi des structures pour des autistes aspergés avec un niveau intellectuel supérieur? Pourquoi le placement loin de la famille? Oui, Est-ce que pour des raisons terribles de moyens, enfin c'est terrible. Non, c'est pour des raisons de moyens. Il manque de structures adaptées en France pour les autistes. Beaucoup de parents sont obligés d'aller en Belgique amener leur enfant parce que l'autisme est bien mieux pris en charge. Les moyens, c'est toujours une question de moyens. Hein. On trouve l'argent pour faire des nouveaux porte-avions nucléaires, mais pas pour. On parlait d'enfants migrants dans la rue quand je suis allé à Paris pas plus tard que la semaine dernière, et j'ai été encore une fois heurté au possible de voir, mais enfin un seul individu dans une tente dormant à Paris, c'est anormal. Mais de surcroît des enfants. Donc oui, l'argent, il existe. Nous sommes la 5e ou 6e puissance du monde. Encore faut-il le mettre où il faut. Et je ne suis pas sûr qu'un dernier porte-avions nucléaire soit une priorité pour notre pays. Voilà. Alors, une question de Pascal Clément. Pourrait-on aussi parler des fausses accusations d'attouchement et de viol? Alors, oui, alors donc ça revient un petit peu le protocole NICHD par Samuel qui précise, c'est aussi une méthode qui permet de préciser les accusations de l'enfant. Alors, comment savoir qui dit la vérité en fait? Je le disais tout à l'heure, hein, une accusation d'enfant ou une accusation d'adulte, c'est pas la même chose. Et il y a des mots d'enfant qui ne trompent pas. Encore une fois, un enfant qui récite quasiment par cœur ce qu'un parent a pu lui souffler ou lui intimer, parfois sous la menace. Hein. Un professionnel le sait. Encore une fois, il y a des acteurs de l'enfance maltraitée et notamment l'inceste et des abus sexuels qui ont les compétences pour pouvoir prendre en charge la parole de l'enfant et pour être clair, un enfant ne ment jamais. Après, il y a des parents qui l'instrumentalisent, mais ça se voit très vite, très vite. Un enfant qui est instrumentalisé par un parent, ça ne tient pas la route très longtemps. Dès la première étape, on voit tout de suite que l'enfant est sous emprise. D'accord. Après, est-ce qu'on a, est-ce que j'ai des questions, il faut savoir les chiffres, mais alors je sais, c'est pas évident, mais si on réussit à trouver les chiffres, combien de plaintes pour inceste sont vraiment instruites? Alors, malheureusement, insuffisamment, parce que l'inceste est un vrai fléau. Il y a une douzaine d'années, un rapport du ministère des Affaires sociales qui disait, alors je vais donner des chiffres qui vont faire peur à tout le monde, qui estimait qu'une petite fille sur 4 et un petit garçon sur 7 étaient abusés sexuellement, en l'occurrence en France. Donc voilà, des chiffres effrayants, et c'est un fléau dont on ne parle pas suffisamment et qu'il faudrait traiter là aussi, parce que sinon, là encore, on reproduit de génération en génération. Il y a le rapport d'Edouard Durand, donc, avec la Civis, il n'y a pas si longtemps que ça, qui parlait un petit peu des chiffres, mais alors je ne les ai plus en tête, mais on peut les trouver assez facilement. Hein. Oui, donc c'est un... Encore une fois, c'est terrible, et quand ça touche à la famille, c'est tabou, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, et il faut libérer la parole. Et donc, c'est ton métier de libérer la parole. Oui, c'est mon métier. J'aurais voulu parler de plein de choses. Hein, les méfaits des écrans aujourd'hui sur les enfants, les adolescents. On a le recul depuis 20 ans quand Clinton voulait en mettre partout aux États-Unis, et ces mêmes acteurs qui ont créé tout ce numérique en reviennent, et eux-mêmes scolarisent leurs enfants, leurs propres enfants dans la Silicon Valley. Il n'y a pas un écran, donc cherchez l'erreur. Donc voilà, on a le recul aujourd'hui sur les méfaits des écrans. Attention, effectivement, à ne pas mettre des bébés devant les écrans, parce que c'est terrible sur le rapport du développement de la parole, du développement de l'éveil, de l'éveil intellectuel. Voilà, enfin, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de bien d'autres choses, mais voilà. Tu peux développer, hein. Je crois qu'en plus on a d'autres personnes qui ont les compétences pour en parler sur la liste.
Je pense à Geneviève Boucher, par exemple, qui aimerait justement parler du numérique parce qu'elle a travaillé pas mal de temps durant sa vie professionnelle sur le sujet. Et donc, oui, c'est un sujet, la sécurité des enfants sur le web. Le fait qu'ils puissent s'exposer à des images choquantes, par exemple, et le fait qu'ils puissent atteindre des sites qui ne sont pas pour eux, et peut-être aussi, comme tu dis, le fait d'être un peu trop souvent sur les écrans qui empêche leur bon développement. Bien sûr, on nous a vanté, enfin, il y a 20 ans, que ça développait certaines facultés. En l'occurrence, encore une fois, sur une génération, on a le recul. Et non, on peut comparer effectivement que les écrans empêchent, ne permettent pas plus de focaliser l'attention. Donc, c'est des enfants qui vont pas pouvoir se concentrer longtemps. Donc, non, les écrans sont un méfait. Désolé pour les nouvelles technologies, mais les écrans factuellement sont un méfait pour le développement de l'enfant, de l'adolescent et plus tard de l'adulte qui va devenir, évidemment. Et puis, ces facteurs de stress, il y a là cette fameuse lumière bleue qui empêche de dormir. Enfin, je n'ai pas de mots assez durs contre les écrans s'agissant des enfants. Oui. D'accord. On a passé l'heure de live. En fin de compte, c'est souvent la base que je me donne. Là, on a répondu à peu près à toutes les questions, je pense. Si tu veux mettre un petit mot de la fin, quelque chose qui nous motive à aller voter le 9 juin, par exemple, vas-y, c'est à toi. Nos enfants sont l'avenir de demain, donc protégeons-les, valorisons-les. N'en faisons pas des enfants rois, mais pensons au fait que ce sont des individus à part entière et qui méritent non seulement d'être respectés, mais que l'éducation qu'on leur donne est déterminante pour leur avenir et donc pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Alors, et comme les enfants n'ont pas le droit de voter, eh ben, on va voter pour eux. Merci, bonne soirée, au revoir à tout le monde.